Merci. Merci beaucoup. Good afternoon, everybody. It's a real pleasure to be here this afternoon with you. The actors of the so-called informal sector, which in my mind is not the suitable terminology, but I will come back on that issue. After having met with some other sectors of our nation, be it health sector, education sector, part of the economic sector, I thought it wise to come now to meet with you, to exchange with you on your daily work, your daily difficulties, and how you manage to tackle them. What can be done to improve the situation? My conviction being that we will always succeed when we work together. Merci d'être si nombreux cet après-midi à ce rendez-vous, à cette rencontre d'échange avec un secteur qui est un secteur éminemment important, qui représente 80% de l'activité économique camerounaise, le secteur informel. On ne le dit jamais assez, peut-être le dit-on un peu dans les amphithéâtres ou dans les rapports de la Banque mondiale, mais on ne le dit jamais suffisamment dans l'opinion publique. C'est dire combien, effectivement, ce secteur dit informel est important pour la construction de l'avenir économique et, je dirais, tout simplement du développement du Cameroun. My people, una come good. Some foolish people will come and tell you that come to you own us only book. But I was born in that context. I know how you wake up sharp in the morning, go to farm, 4 o'clock, work Saturday, spend night there, you sleep there, and you will come back only on Sunday. I know, because my father was a trader. But in those days, whether you are a trader or a civil servant, you have a farm. And your children will go to farm starting from Friday. Work on Friday. Go and fetch firewood. And will come back on Sunday with a bunch of firewood or a bunch of plantain banana. So I know what it is to wake up early in the morning. I know what it means to wake up at 4 or 5 o'clock to make sure that the beans are ready to be fried early in the morning at 6 or 7 o'clock, and people eat before going to work or to school. So it is not something, sometimes people will look at you and think that because you went to school as far as a university and you managed to get some diploma, now you are cut off from the society and you don't know what is going on down the world. It's not my case. Because I grew up in that context, and I still maintain close relationship with that environment. And when I was in secondary school, let's say, call it this way, some of my combis were traders in the Bafusa market, selling what they call today friperie. And I used to go and help them, because if you want to manage to get some money to go to the cinema on Saturday and Sunday, you try your own. You can't count on your father. In fact, he couldn't even imagine that we go to cinema. Because we were supposed to go study and
wait until weekend and we go to farm. So, yes, I can say without any fantasy and, with some humility, with people who are classified as being in the informal sector, that I know the grassroots of Cameroon. It's not something people will come and learn me and tell me. I know from facts, from experience, because it's part of my life. And à partir de ma propre petite expérience personnelle, la seule chose qu'on peut dire, c'est que rien n'est écrit d'avance. C'est le travail, il n'y a que le travail. Et avoir une claire vision de ce que l'on veut être soi-même dans la vie. N'attendez pas que les autres vous disent ce que vous voulez être. Décidez ce que vous voulez être. Et organisez votre vie en conséquence. Et travaillez en conséquence. Parce que ça, ce sont des moments qui nous ont appris quoi? À la fois l'humilité, mais également la résilience. Comment on résiste? Comment on résiste à l'adversité, à la difficulté? Comment on fait pour gagner? Peut-être pas beaucoup, mais ce qu'il faut pour survivre. Donc, le secteur informel représente une part déterminante de notre économie. Et ce que je voudrais que nous partagions cet après-midi, c'est les quelques idées que nous avons sur ce secteur. Je dis les quelques parce que j'estime toujours que les acteurs directs d'un secteur sont plus au fait, mieux outillés, plus au courant des difficultés de ce secteur et des solutions qu'on peut apporter à la résolution de leurs problèmes que tout dirigeant, quel que soit le niveau où il se situe, quelles que soient les belles idées qu'il peut avoir. C'est pour cela que je dis les quelques idées que nous avons. J'attends de ces échanges que vous nous appreniez sur ce que vous vivez comme expérience au quotidien. Que vous nous disiez en réalité comment est-ce qu'on peut faire améliorer les choses pour que ce secteur soit plus performant. J'ai dit, je n'appelle pas secteur informel. Comment est-ce que je l'appelle? Moi, je recuse cette terminologie qui est une terminologie probablement des bailleurs de fonds qui est aujourd'hui admise, puisque c'est le terme que l'on utilise également dans les facultés de sciences économiques, le secteur informel, parce que le secteur informel n'est pas informel. Il participe pleinement à l'activité économique. Et comment voulez-vous appeler un agent économique qui est taxé, c'est-à-dire on lui prélève une taxe, que ce soit la municipalité ou autre? Comment voulez-vous dire qu'il est informel, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le secteur qui entre dans le tableau économique de l'État et participe à l'économie? Ça n'est pas vrai. Et je vous dis que si on enlevait le secteur informel de l'économie camerounaise, nos performances chuteraient de plus de 70%. Donc on ne peut pas dire que c'est un secteur informel. Excusez-moi de dire les choses de cette façon-là. C'est parce que peut-être c'était une rapidité terminologique, c'est une commodité, on a dit des choses comme ça sans y réfléchir suffisamment. Moi, j'appelle le secteur que l'on vous colle comme étant secteur informel, c'est le secteur de la micro-entreprise non enregistrée. C'est le secteur de la micro-entreprise non enregistrée ou non identifiée ou sans identification si vous voulez. Pourquoi? Parce que certains acteurs de ce secteur, leurs activités ne font pas l'objet d'un identifiant unique. Donc on va dire qu'ils ne rentrent pas dans le stock de la liste des entreprises de l'État. Ou il n'est pas enregistré, c'est-à-dire il n'est pas au registre du commerce, etc. Mais il participe à l'activité économique. Parce que le moindre emplacement que vous prenez, même sur le trottoir, même la maman qui vend les tomates ou qui grille le plantain ou le maïs paye 100 francs à la mairie pour occuper cet emplacement. Mais comment pouvez-vous dire qu'il est informel? Non, il est formel, sauf qu'il n'est pas enregistré ou il n'est pas identifié par rapport au registre habituel. Une fois que j'ai dit cela, je voudrais organiser mon propos donc préliminaire ou liminaire, si l'on préfère, à nos échanges de cet après-midi ou cette fin de journée, autour de 3 grandes idées. La première idée, c'est
ce que j'appellerais le rapport des acteurs du secteur des micro-entreprises non identifiées avec l'administration, les conditions de travail, l'environnement de travail et le rapport avec les autorités publiques, qu'elles soient administratives ou municipales. Le deuxième point majeur va être l'accès au financement. Le troisième point va être la formation. Et le quatrième et dernier point va être la protection sociale, notamment la protection en matière de santé. Parce que, j'y reviendrai, on se comporte souvent, lorsqu'on débat de ces questions-là, comme si cette protection-là n'intéressait que soit les agents publics, soit les acteurs du privé qui sont dans les entreprises enregistrées. Or, nous disons que 80% de l'économie repose sur le secteur informel. Comment est-ce que les agents de ce secteur peuvent ne pas bénéficier de toute la protection qu'offre la société, notamment, par exemple, en matière de santé? Voilà les 4 points donc que je voudrais exposer brièvement. Donc, le premier point, c'est l'environnement de travail et les rapports avec les autorités publiques administratives, c'est-à-dire l'État, enfin, autorités étatiques ou collectivités locales, notamment les communes. Environnement de travail, nous savons que, sans doute plus encore que d'autres secteurs, vous travaillez dans un environnement qui est essentiellement précaire. Je me souviens toujours, je vais raconter l'anecdote. J'ai posé la question un jour, il y a au moins environ 6 ou 7 ans de cela. 7 ans, parce que c'était avant 2018 ou en 2018. À un des jeunes qui vendent sur l'avenue Kennedy. Et je lui ai dit, mais pourquoi on vous chasse tout le temps et vous revenez toujours? Et il me dit non, c'est pas qu'on veut être têtu. En réalité, c'est simple. Si l'on veut que tous les vendeurs d'appareils téléphoniques ou en tout cas du type d'appareil que nous vendons ici quittent l'avenue Kennedy, il faut désigner un endroit où tout le monde va. Parce que si vous faites partie quelques personnes et vous laissez d'autres ici, eux ils ont le business, nous on n'a pas. Donc les gens vont venir acheter chez eux, ils ne viendront pas. Mais si on met tout le monde, exagérons, même si on met tout le monde même en Bangomo, on saura que le marché de telles choses c'est en Bangomo. Donc tout le monde ira acheter là-bas. Donc c'est ça qui doit guider notre réflexion. Il faut travailler donc avec les acteurs. Si moi je ne lui avais pas posé la question, je ne l'aurais jamais su. J'aurais pensé que c'est seulement des gens qui sont têtus, ils ne veulent pas obéir aux lois, la mairie leur donne des préavis, ils ne respectent pas, alors que le fond du problème est ailleurs. Et ceci est tellement sensé et logique. Parce que si vous avez un bon emplacement, où l'on chasse certaines personnes et garde d'autres, en fait vous créez la distorsion. La concurrence n'est plus loyale. Vous donnez des avantages à certains et pas à d'autres. Donc je suis parti de là pour dire que cet environnement doit être organisé. Parce que quand on parle du secteur informel, moi j'ai vu le secteur informel dans d'autres pays, pas forcément des pays développés, mais des pays en développement. J'ai vu cela en Afrique du Nord, notamment dans un pays comme le Maroc. J'ai vu au Brésil et autres. Vous arrivez au Brésil, par exemple, prenons ce que nous appelons ici chez nous des restaurants de rue, les tournes d'eau. Au lieu que ce soit partout, à tous les carrefours, chez eux, ils ont, on va dire, comme des sortes de marchés, où vous voyez, donc chacun a son box, prépare sa nourriture. Je suis là, c'est pas plus grand que ça. Ceci peut même être divisé entre 2 personnes. Mais tout le monde, lorsqu'il y a pause, va manger là-bas. Tout le monde va manger là-bas. Avec l'avantage que les gens étant au même endroit, les conditions en fait de travail peuvent être améliorées facilement. Parce que si vous voulez, par exemple, pour l'alimentation de vue, maintenir un niveau d'hygiène, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc comme tout le monde est concentré au même endroit, on peut faire une adduction d'eau facilement.
De façon à ce que chaque petit restaurant, dont chacun qui a son petit coin, ait un robinet devant son petit coin. Il peut faire laver ses propres, ça évacue. On peut aussi canaliser les eaux usées. Le client qui vient là mange en sécurité, etc., etc. Donc nous avons un problème d'organisation auquel nous devons réfléchir ensemble. J'ai vu, si nous voulons prendre des pays développés, nous avons ici, dans notre pays, ça fait partie de notre paysage économique et urbain, les ventes, non, ce n'est même plus seulement sur les trottoirs, mais même sur la chaussée. Nous avons nos jeunes, enfants, petits frères et tout, qui sortent le matin avec une paire de chaussures ou deux. Ils passent toute la journée à sillonner la ville avec une paire de chaussures. Donc ça, moi, par contre, ça, je dis que c'est vraiment, vraiment du non-emploi dissimulé sous le fait qu'on a une paire de chaussures qu'on vend toute la journée. Ça n'est pas sérieux parce que cet enfant ne peut pas s'en sortir avec ça. Et donc, j'ai vu, on voit dans d'autres pays, et pas seulement en Europe, pas seulement en Amérique latine, mais également en Asie, vous avez ce qu'on appelle des marchés éphémères ou périodiques. Dans une ville comme Yaoundé, on peut dire qu'on bloque tous les samedis l'avenue Kennedy, ça devient un marché. Mais pas le marché de n'importe quoi. Avec la mairie, on va discuter, c'est quel marché, quel type de marché voulons-nous faire dans cette rue-là. Et vous allez voir, par exemple, en Europe, y compris des pays les plus développés, on bloque pour que les petits artisans, par exemple, prenons le secteur de l'alimentation, le petit artisan qui fabrique son fromage, qui fabrique son huile, qui a récolté je ne sais quoi, pas en grande quantité, exactement comme nos mamans, par exemple, peut dire que j'ai cultivé mes légumes dans le bas-fond ou bien dans la périphérie de Yaoundé. Je récolte et je veux vendre. Ce petit marché-là, lui, vous permet de vendre, mais c'est seulement ce samedi-là. Donc, tout le monde sait que si tu veux avoir des primeurs, c'est-à-dire des fruits frais, des légumes frais, le fromage de tel endroit, bon, le fromage c'est pas tellement notre affaire, mais je cite ce pays-là parce qu'il parle du fromage, ou la confiture, ou je sais pas moi quoi, ou bien si chez nous on peut dire les prunes, le maïs, ou les mangues, ou les avocats, ce jour-là, vous les allez vous promener. L'avantage de cela, c'est que non seulement les gens sont concentrés au même endroit, mais à la fin de la journée, vous ne verrez aucune saleté parce que chacun doit avoir un sac à ordures. Si vous vendez le maïs, imaginons, ma maman a préparé le maïs frais, d'ailleurs des épis de maïs frais. Donc, quand le client prend, comme on dit, on va dire, on déshabille le maïs, on enlève les feuilles. Mais le client ne va pas jeter n'importe où. Le vendeur récupère et met dans son sac. C'est pareil pour l'avocat s'il veut goûter. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante à souligner dans ce cas-là, c'est que ça crée un lien social. Parce que quand vous allez dans ce petit marché-là, ce n'est pas comme dans le supermarché. Dans le supermarché, vous êtes dans l'anonymat. Vous allez dans un rayon et vous choisissez ce que vous voulez, vous passez à la caisse, vous payez, vous partez. C'est même à peine si vous parlez à quelqu'un. Là, vous parlez au vendeur ou à la vendeuse parce qu'il vous a d'ailleurs vu déjà. Ah oui, la dernière fois c'était comme ça. Donc c'est l'échange, c'est vivant. Ça fait la convivialité. Et c'est là même une des caractéristiques majeures du marché africain. On ne va pas au marché en Afrique seulement pour vendre. On va aussi pour créer du lien social. Et donc ça, nous pouvons organiser, y compris dans l'espace urbain, en travaillant à trouver des idées qui épousent notre environnement urbain sans le salir, sans le dégrader, et sans que vous soyez comme des gibiers que l'on pourchasse, et sans que la mairie ne soit une terreur pour vous. C'est un problème de travailler ensemble pour mieux gérer et occuper l'espace urbain. Nous avons tous intérêt à ce que notre espace urbain soit un bel espace urbain, propre. Quel Camerounais veut voir sa ville sale? Nous qui avons en plus, comme on dit au quartier, on a la bouche, donc on ne veut pas que nos choses soient mauvaises. Donc on va travailler ensemble pour dire, si je ne vais pas aller jusqu'à l'esplanade de l'hôtel de ville, mais même les espaces qui sont libres, on va dire tel jour on fait telle activité à tel endroit. Et à la fin de la journée, ni vu ni connu, la ville est dans son état habituel, mais elle continue de poursuivre ses activités comme il se doit. Je prends un troisième exemple.
Nous avons vu, si je prends, j'ai l'habitude de citer cet exemple parce que ça me frappe beaucoup, l'exemple des menuisiers, par exemple. Mais je vais prendre aussi, par exemple, l'exemple des soudeurs, ou même des mécaniciens. Prenons l'exemple des menuisiers. C'est un métier, un excellent métier. Nous avons la chance d'être un pays béni par la forêt, d'être donc un pays producteur de bois, et même du bois d'œuvre, c'est-à-dire du bois recherché, parmi les plus recherchés. Même si vous ne voulez pas vendre ça localement parce que c'est hors de prix pour nous les pauvres Camerounais, mais il y a d'autres variétés de bois dans la forêt camerounaise qui est à notre portée, qu'on n'exploite même pas. Parce que quand on va chercher le Boubinga ou le Doucier ou le je sais pas moi, le Iroko ou bien l'ébène, on détruit tous les autres arbres qui sont autour parce que c'est seulement ça qu'on voit, parce que c'est précieux sur le marché international. Mais on oublie qu'en arrivant là, on a déjà détruit pas mal de bois, le bois blanc léger, mais qui sert aussi à fabriquer d'autres choses de valeur. Donc je dis, moi, je voudrais demain qu'on dise les menuisiers, qui sont des micro-entreprises, parfois d'une personne, de 2 ou 3 personnes, au lieu de les laisser se disperser à travers la ville, déjà en termes d'installation, je dis pas qu'on va pas concentrer tout le monde forcément dans une grande ville comme Yaoundé ou Douala à un seul lieu, mais on peut le faire en plusieurs lieux. Ce qu'il y a à faire, c'est 2 choses. Premièrement, trouver un endroit où ces jeunes travaillent et améliorent la qualité de leurs produits. Deuxièmement, leur trouver un endroit d'exposition. Si vous faites un hangar de 5000 mètres carrés, qui est un hall d'exposition pour les jeunes menuisiers, 5000 mètres carrés, c'est parce que si vous imaginez ce que c'est. Il n'a pas besoin d'exposer tout ce qu'il fabrique là-bas. Ce sont des échantillons. C'est de dire, moi, je peux vous faire des fauteuils de telle qualité, je peux vous faire un lit de telle qualité, je peux vous faire une porte de telle qualité, etc., etc. Il expose. C'est quand le client veut qu'il peut aller également chercher dans son magasin, ou bien on lui passe la commande, il va vous livrer mon venu. Donc, vous faites vous réglez 2 problèmes. Vous réglez un problème de fabrication en essayant également de les organiser. On peut même les organiser en coopérative. Parce que mon idée, c'est que si la plupart des meubles en bois que vous trouvez, si vous regardez de très près, ce n'est pas bien fini. Mais ce n'est pas parce que les jeunes ne peuvent pas bien finir. C'est parce qu'il leur manque 2 choses fondamentales. La première, c'est une petite formation. Et la deuxième, c'est les outils pour finir. Parce que, quand même le gars a fait une bonne formation, il n'a pas toujours l'argent pour aller acheter une tourette de tournage pour tourner le bois ou tout ça là. Mais si vous lui dites, soit sous forme de coopérative, soit sous forme du type de mécanisme de financement que nous pouvons mettre en place, qui peut être le leasing. C'est-à-dire le leasing, c'est que vous prenez une machine, mais au lieu, vous n'avez pas d'argent pour l'acheter en entier tout de suite. Donc au lieu que l'on vous endette, on vous donne la machine et on vous donne le paiement à tempérament. Donc vous devez payer chaque mois ou chaque trimestre tel montant. Et au bout d'un certain temps, la machine vous revient entièrement. Si vous faites ça, ça veut dire que le fabricant, le petit menuisier là, va améliorer énormément la qualité de son produit. Maintenant, quand il a amélioré la qualité de son produit, vous lui donnez, avec le hangar dont je viens de vous parler, un espace commercial d'exposition. Donc nous ici au Cameroun, on aime courir au palais des congrès là, quand on fait la foire, non? On dit que les meubles syriens. Syrie là, c'est où? Le bois là. Il n'y a pas ça au Cameroun. Donc vous allez chercher machin syrien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Le commerce international veut aussi que nous achetons pour les autres, mais commençons déjà même par connaître même ce qui se fait chez nous. Donc nous avons un problème, effectivement, de réflexion et d'organisation. Et c'est pour cela que j'ai dit, si nous procédons de la sorte, une fois qu'on organise cette filière-là, moi, si demain, vous me faites l'honneur de me mettre en capacité de conduire les affaires de ce pays, je vous dis ceci, la commande publique pour tout ce qui est mobilier de bureau dans les administrations sera passée à ces jeunes. La commande publique. Toute la commande publique. Vous ne pouvez pas aller acheter des choses qui viennent de 1000 km, qui sont parfois la sciure, qu'on a compactée, on a mis le vernis dessus, ça brille là.
Vous marchez. Alors que vous avez du bois d'œuvre chez vous, du bois lourd, bois massif. Les autres convoitent, ils rêvent, ils disent qu'on va même trouver ça où un jour. Donc c'est justement comme si quelqu'un était à la source et il meurt de soif. Donc nous devons vraiment voir ces choses-là de très près. Et moi, c'est ce que je voudrais vous proposer, qu'on fasse comme ça. C'est-à-dire que vous acceptiez que bon, évidemment, il y a dans le secteur des jeunes qui ont déjà suivi des formations. Certains ont déjà leur CAPI, sortent même parfois des lycées techniques et tout. Mais d'autres ont appris sur le tas. Il faut que ceux-là acceptent de retourner dans des centres, ce que nous appelons les centres de métier, pour 6 mois, pour leur permettre d'affiner. Ça peut être 3 mois, parce que ça peut être, non, je préfère, oui, ça peut être 3 mois, parce que ça dépend du niveau que vous avez déjà. Parce que notre objectif, c'est que demain, plus aucun jeune Camerounais ne commence à exercer quoi que ce soit sans avoir reçu une formation. Je ne dis pas sans avoir reçu un diplôme, je m'en fous du diplôme. Parce que les diplômes, là, on accroche au mur dans les salles, dans les maisons de nos parents, ça donne à manger à qui? Je veux que l'enfant ait un métier. Je veux qu'il ait un métier. Et quand il va, donc, dans un centre de métier, il va être formé pendant 3-6 mois, donc, à améliorer le bois. Il sait qu'on ne coupe pas le bois n'importe comment. Que voici comment on tourne. Si tu veux tel type de frise, tu veux même sculpter, voici comment on fait. Cet enfant-là rentre complètement changé. Et il vous produit donc un mobilier ou un résultat totalement différent. Et à ce moment-là, je ne vois pas au nom de quoi on peut passer la commande ailleurs qu'à eux. Vous voyez donc comment la filière devient extrêmement importante. Et peut-être même, si on veut suivre les économistes qui nous enseignent les grandes théories là, bon, peut-être comme on disait qu'il est informel, il devient formel. Parce qu'il va prendre de l'ampleur, il va prendre de l'importance. Et c'est notre responsabilité, mes chers amis. Quand je dis notre responsabilité, celle de ceux qui vous proposent des idées, qui vous proposent des programmes, de chercher des solutions à ces problèmes-là. C'est aussi la responsabilité de ceux qui sont en capacité de gouverner, d'apporter des réponses adéquates à ces problèmes-là. Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas avoir des réponses. Je donne toujours cet autre exemple, puisque nous avons pris le bois. Vous voyez, nous sommes un pays forestier, et sahélien aussi, mais on a la chance d'avoir une forêt importante. Donc nous avons la matière première. Tout pays qui, dans un secteur économique, a la matière première sur son sol, a déjà un avantage comparatif positif par rapport aux autres. Il n'achète pas cher la matière première, il ne va pas transporter. Parce que quand vous achetez la matière première à l'étranger, vous transportez. Même si l'État vous exonère de douane, vous devez assumer le transport. Or, vous avez la matière première sur place au Cameroun. Le transport, c'est interne, c'est tout ce que vous allez faire. Donc, vous avez déjà un avantage comparatif. Mais regardez, nous là, Cameroun, nous exportons combien d'objets, meubles ou n'importe comment en bois dans les pays voisins, notamment dans les pays sahéliens. Vous trouvez que c'est normal? Bon, eux, ils achètent donc ce que je vous disais, de ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la sciure du bois, que les autres savent bien travailler, ils vernissent bien, très bien, et ils vendent chez eux. Ou bien ils achètent ce qui vient, donc, comme on dit, les meubles syriens et tout. Mais nous, on est à côté. On a l'affaire, mais on ne sait pas comment faire. On reste seulement là, on se plaint. Les jeunes n'ont pas de travail, les jeunes n'ont pas de travail. Machin, ceci et cela. Pourquoi? Donc voilà comment il faut changer le modèle. Vous avez vu que j'ai associé 2 choses. La formation. La formation, c'est ça qui va vous permettre d'être performant et d'être concurrentiel, compétitif. Personne ne trouvera de prétexte pour dire que non, vraiment ce qu'ils font là, bon, ils se débrouillent, mais ce n'est pas ça, on préfère acheter. Non. À ce moment-là, personne n'aura d'excuses. La deuxième chose, je voudrais également citer une autre anecdote sur la formation. Vous savez, j'ai dit, la formation est cruciale. Même si quelqu'un doit passer une semaine pour la formation, c'est toujours la formation. Je vais vous dire pourquoi. Les mamans, par exemple, vendent dans les marchés. Bayamsala. Aujourd'hui, c'est terrible parce qu'elles vendent même sur le sol maintenant.
Les conditions d'hygiène n'y sont pas. Mais globalement, elles sont censées vendre sur le marché et sur des étagères. Mais je peux vous dire que moi, de mon expérience, je vais dans le marché et je vois qu'elles ne savent pas comment on dispose d'une étagère. Elles ne savent pas. Elles font empiriquement. Elles savent que j'ai ma table, je dispose des choses. Mais on peut l'amener à améliorer la disposition de sa marchandise en reconfigurant sa table. Elle-même va être contente. Ça s'apprend. Et même si tu passes seulement 24 heures, 48 heures, une semaine pour apprendre ça, c'est toujours la formation. On ne fait mieux que ce qu'on a appris. Je suis allé dans un pays et quelque chose m'a frappé. Ici, nous vendons les bananes mûres. Bon, on met soit dans les plateaux, on met sur les tables, parfois par terre. Et j'ai vu un pays où on ne vend pas la banane mûre comme ça. Ça m'a épaté. Et croyez-moi, entre parenthèses, c'est un pays où personne ne vend sur le trottoir dans la rue. Même pour vendre la banane mûre, tu as ton comptoir, ça y est, tu as ta boutique. Ou au pire, un conteneur que tu transformes en boutique. Et qu'est-ce qu'ils font? Dedans, ils attachent des fils, ils accrochent la banane là-dessus. Ils ne posent pas la banane. Est-ce que vous voyez la différence que ça fait? Non, ça fait une sacrée différence. Quand vous posez la banane, les doigts qui sont en bas là, se gâtent vite. C'est pas ça? Vous voyez donc déjà la différence. Même si c'était 1 heure de formation, n'est-ce pas, je vous ai formé en 1 heure. Donc, voilà. Donc, il faut toujours apprendre. Ne dites pas, n'apprenons pas pour avoir les diplômes, machin. Même si c'est 1 heure, apprenons. Donc, il fait ça. Toi-même, tu viens, tu vois la banane, c'est nickel, c'est là. Accroché. Et en plus, ça expose mieux. Tu vois mieux la banane et tout. Donc, dès que tu désignes ta part, on enlève, on met dans le sac. Ce sont des petites choses comme ça qui changent du tout au tout. Et la dernière chose que je voudrais citer, c'est le personnel que vous utilisez. Nous utilisons, beaucoup d'entre vous qui faites le commerce, par exemple, tu as ta petite boutique ou de machin, nous faisons. Généralement, quand nous avons notre boutique, et que nous avons besoin d'aide de quelqu'un pour nous aider, on va chercher dans la famille. C'est bon, c'est ça, je ne critique pas. Seulement comme c'est la nièce, la cousine, la machin, on vient la mettre. Bon, tiens-toi là-bas. Bon, quand quelqu'un... Tu l'as formé quand? Tu ne l'as pas formé. Il faut la former. Et regardez la différence, je vais donner un exemple, la différence qu'il y a entre un personnel formé et un personnel non formé. Je cite toujours ceci pour amuser les Camerounais. Je dis que quand tu vas dans un magasin en Europe là-bas, dès que tu franchis le seuil, la vendeuse te sourit jusque-là. Et comme les Camerounais sont chap là, ils croient que c'est pour lui. Non, c'est l'argent là, on veut que tu achètes quelque chose. Parce que c'est avec ça qu'on lui paye son salaire à la fin du mois. Donc c'est ça. Non, make erreur. Donc, on veut que tu achètes. Donc, si tu n'apprends pas à ta nièce, à ta cousine, à ton mec, qu'il faut bien accueillir le client, ça ne veut pas dire qu'il faut lui sauter au cou. Ne confonds pas les choses. Sois bien accueillant, sois poli avec le client pour qu'il achète. Peut-être que s'il était même venu seulement pour acheter une chose, tu es tellement poli qu'il va acheter une deuxième. C'est comme ça. Mais ça aussi, c'est toujours la formation. Vous voyez donc, tout passe par la formation. C'est pour cela que nous mettons un accent particulier sur ce que nous appelons les centres de métiers. Il y aura des centres de métiers dans chaque arrondissement du Cameroun. Centres de métiers. Parce que vous aurez des gens qui auront besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être même seulement de 30 jours de formation. D'autres de 6 mois. D'autres de 18 mois. D'autres maximum, on va dire, jusqu'à 24 mois. Parce qu'au-delà de 24 mois, il faut que tu retournes dans le système classique. Dans le circuit classique, tu as diplôme. Mais nous savons très bien que le secteur informel, c'est aussi un secteur, ce qu'on appelle secteur informel, c'est aussi un secteur de passage. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes Camerounais sont dans ce secteur en attendant mieux. Ils se cherchent, comme on dit. Et ils ne sont pas condamnés à rester là éternellement. Donc, effectivement,
même ce centre de métier peut lui permettre de se réorienter, de changer complètement de cap et même de filière. Vous avez des gens, vous avez quelqu'un qui peut avoir, puisque notre système a encore la formule du baccalauréat, qui peut avoir le baccalauréat A. Il ne trouve pas de travail, parce que baccalauréat A, qu'est-ce que tu peux bien faire aujourd'hui? On va te dire, fais les concours. Mais les concours, il n'y en a pas à l'infini. Quand cet enfant a fait le baccalauréat A, tu lui dis qu'il y a un centre de métier. Mais il va dans le centre de métier. Ça peut être le jeune qui va faire 12 mois ou 14, ou 24 mois. S'il dit que je fais la plomberie, il sort excellent plombier. Vous comprenez? Parce que là, ce n'est plus la théorie. On va lui dire, donner des formules chimiques ou machin. Non, on lui dit que quand tu veux couper le fer là, voici comment on fait. Quand tu veux ajuster, voici comment on fait. Si ta tête est rapide, tu comprends ça tout de suite. Vous voyez? Et donc là, il a un métier. Alors que là, il avait un diplôme. Quand il a le bac, il a un diplôme. Là, vous lui donnez un métier. Vous voyez que chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, a déjà souffert des fuites d'eau chez lui. Mais jamais le plombier ne te donne satisfaction. Parce qu'il n'est pas formé. Il a appris sur le tas. Il ne sait pas comment, lorsqu'on doit effectivement joindre deux tuyaux, ou bien qu'est-ce qu'on fait? Quel type de tuyau il faut mettre à quel endroit? La plupart de nos maisons aujourd'hui souffrent de ce qu'il y a 20 ou 30 ans, on mettait des tuyaux galvanisés. Et on vous jurait que c'était les meilleurs. Mais pourquoi cela arrive? Parce que la plupart du temps, les gens ne suivent même plus dans leur secteur. Ils ne se recyclent même pas. Ils ne savent pas quelle est l'actualité. On dit ce matériau-là est dépassé. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut soit effectivement avoir les tuyaux en plastique là, soit avoir le tuyau en cuivre qui va coûter beaucoup plus cher, mais que vous avez pour presque l'éternité, qui ne rouille pas. Donc, ça, c'est la formation. C'est le passage par là. Maintenant, comment on finance? Comment on finance? J'avais déjà commencé un peu à amorcer. Pour moi, il y a deux grandes modalités de financement du secteur de la micro-entreprise non enregistrée. Leurs besoins en financement ne sont pas colossaux, très élevés. Et par conséquent, les outils bancaires habituels ne sont pas adaptés à leurs besoins. Tu vas auprès d'une banque, tu dis que tu veux 200 000 pour faire ceci, 500 000 pour machin. Tu n'as pas le temps à perdre. Parce que le temps qu'il va mettre même à te remplir tes papiers, tout ça, là, machin, ça coûte même presque autant que ton crédit, là, donc il n'a pas le temps pour ça. Il y a deux types donc de mécanismes de financement. Il y a ce que j'appelle le mécanisme public, qui est ce que j'ai l'habitude d'appeler une ligne de crédit, c'est-à-dire en fait, appelons ça même fonds. Il y a un fonds spécial pour la micro-entreprise non identifiée ou non immatriculée. Ça devrait fonctionner comment? Ça devrait être un fonds qui recense et vraiment avec des niveaux de décentralisation. C'est-à-dire, ça ne doit pas être au niveau régional, ça doit être vraiment au niveau le plus bas, au niveau même de l'arrondissement. Et qui peut avoir donc des comités d'arrondissement avec des gens que l'on va identifier, soit parce qu'ils ont eu des vraies expériences dans le secteur, dans l'activité économique, soit parce que ça peut même être des retraités ou des choses comme ça, qui recueillent tous les projets ou les besoins de financement. Et on va sélectionner l'institution qui existe, l'institution de financement qui existe. Ça peut être une banque ou une microfinance qui existe, avec lesquelles il faudra donc que l'État établisse des partenariats. Va être le véhicule par lequel on va faire en sorte que l'argent parvienne à ceux dont les projets auront été identifiés. Parce qu'il y a aussi des projets qui ne sont pas très viables. Il faut quand même que quelqu'un jette un petit coup d'œil pour dire, bon, voilà, toi tu dis que toi aussi tu veux aller te débrouiller dans la friperie parce que tu as vu que l'autre ça va bien, mais tu veux vendre quoi? Maintenant il y a tellement de choses sur le marché. Est-ce que, voilà, en te lançant dedans, tu veux 50, tu veux 100 000, tu veux 500 000 pour acheter un ballot, tu veux... Bon, mais est-ce que tu vas t'en sortir avec ça? Les marges sont comment? Tu ne veux pas.
Voilà. On va te dire ça, c'est des conseils. C'est pour dire, on peut même le dire en te réorientant, en disant telle autre chose marche bien. Mais si tu dis que non, mais 500 000, mais 1 million, mais 2 millions, même mes 20 millions là, c'est pour mener, parce que vu le rythme de mon activité maintenant, je suis en mesure de faire ça. Ou bien, j'ai même gagné un contrat. Pas forcément avec l'État, avec un particulier qui me permet justement de vous garantir que je vais avoir le retour sur investissement, je vais avoir des revenus. Je vous donne un exemple. Je connais un opérateur économique qui a construit une infrastructure de tourisme vraiment de grande envergure. Et ce que j'ai aimé dans sa démarche, c'est que alors qu'il aurait pu tout importer, il a identifié un certain nombre de choses dans les produits qu'il devait importer pour son installation, pour son hôtel ou son installation, et a demandé à des artisans camerounais de réaliser. Et certains de ces produits qui, à l'étranger, coûtaient peut-être 400 000 francs, ont été réalisés au Cameroun à 40 000 francs. Et ça, je ne veux pas seulement, on ne fait pas la publicité ni donner le nom des gens, je vous parle vraiment d'expérience. Et d'une qualité, même au moins égale ou supérieure à ce qu'on importait de l'étranger. Les Camerounais ont du talent, il y a des artisans. Vous allez vers les soudeurs, regardez. Aujourd'hui, moi, il y a 30 ans environ, quand ce qu'on appelle le fer forgé, donc les grilles en fer forgé commençaient à apparaître, beaucoup de gens ne voyaient pas. Et je disais, c'est l'avenir. Aujourd'hui, tout le monde met ça chez lui, sur les balcons, sur le machin et tout. Et les enfants se sont améliorés au fur et à mesure. Et alors que pendant longtemps, on pensait que c'est simplement les étrangers, les Européens qui pouvaient faire cela. Donc, si un enfant, donc un jeune gagne un tel marché, par exemple, un opérateur économique qui dit, bon, je vais faire un hôtel, je ne sais pas moi, les lampadaires du jardin, là, je vais vous confier la fabrication des lampadaires du jardin. Donc, il peut dire, moi, j'ai un besoin de financement. Généralement, la banque, il va avoir des difficultés parce qu'il n'a même pas le registre du commerce. Il y a tellement de choses qu'il n'a pas. Or, ce microfinancement dont je viens de vous parler va pouvoir lui mettre à disposition 5-10 millions pour faire exécuter son marché. Et il pourra rembourser tranquillement avec une marge qui peut lui permettre de faire grandir ses affaires. Donc ça, c'est un premier créneau de financement, ligne de financement, avec des fonds publics. Et ça, vraiment, nous, on n'a aucune difficulté. Vous voyez, parfois quand on parle de ça, je regarde ça et j'ai mal parce que trouver 100 milliards à mettre là-dedans, c'est rien du tout. Je vous assure, c'est rien du tout. Trouver 100 milliards à mettre, 200 milliards à mettre dans le créneau de financement de la micro-entreprise non enregistrée dans un secteur informel, c'est rien. À l'échelle du Cameroun, hein, pour un pays comme le Cameroun, c'est rien. Si je voulais vous présenter mon programme économique cet après-midi, je vous dirais où on trouve le financement, comment on les trouve. Donc je ne suis pas en train de parler en l'air. Donc on peut trouver et faire en sorte que cela irrigue l'économie. Parce que quand vous irriguez l'économie avec cela, vous évitez justement que les jeunes aient seulement envie d'aller faire l'aventure du désert. Ils se sentent utiles, ils se sentent valorisés, mais ils gagnent ensuite de l'argent. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre un morceau de marabout ou de patate ou de bobolo dans l'assiette le soir. Ça compte. Donc nous devons être en mesure de faire ça. Voilà le premier aspect du financement. L'autre et second aspect du financement, c'est le financement privé, mais toujours par les microfinances. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des microfinances, certains étant de type communautaire ou mutualiste. Par exemple, on parle du MUFID maintenant. Des MUFID sont des coopératives de financement. Ce sont les acteurs économiques, donc, on va dire donc, du secteur informel, entre guillemets, qui généralement se mettent ensemble. C'est un peu, ça correspond à ce que, d'ailleurs c'est même ça qui s'est transformé en MUFID, les anciens MC2. Parce que c'est une banque des populations. C'est des gens qui mettent 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Et ça leur donne suffisamment de moyens pour pouvoir financer tel projet. Donc ça aussi, il faut encourager parallèlement à la ligne de financement que l'État peut mettre en place. Voilà les deux aspects que je vois pour financer cela.
Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller mendier au niveau international pour demander... je ne rejette pas les bailleurs et je ne blâme personne. Mais parfois, nous allons... les pays africains vont se faire humilier pour... Quand vous regardez le montant qu'ils reçoivent à la fin, vous dites, mais est-ce qu'on a besoin de ça? Alors que nous avons en fait de la ressource. En interne, nous pouvons mobiliser cet argent-là. Il y a tant de moyens, tant de mécanismes qui peuvent nous permettre de mobiliser cet argent. Voilà. J'ai mêlé en fait deux choses. Vous avez dû vous rendre compte que j'ai mêlé deux choses. L'aspect environnement de travail plus rapport avec l'administration et formation. Donc il me reste 2 points. Je dirais simplement l'environnement du travail, encore une fois, que pour ce qui est notamment de l'activité économique marchande, je vous ai laissé entrevoir. Je mets beaucoup d'accent sur la réalisation des marchés, mais pas forcément dans le style et la forme qui se met en place aujourd'hui. Parce que le type de marché qu'on construit aujourd'hui, c'est bien, ça place aussi, mais fait que chacun doit avoir un comptoir, voyez. Par exemple, si je prends le marché d'Etoudi, qui est vers chez moi là-bas, qui n'a jamais été achevé, mais vous verrez que les boutiques étaient cloisonnées comme ça et chacun va avoir son hangar. Mais à côté de ça, vous avez d'autres types de marchés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont beaucoup plus conviviaux. Ce sont des marchés couverts, mais couvrant de très grands espaces. C'est-à-dire que vous pouvez faire un marché sur 2-3 hectares, mais couvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boutique cloisonnée. Donc c'est là-bas que vous trouvez dans le petit commerce la maman qui fait ses beignets, celui qui fait la nourriture de rue, celui qui, s'il y a un côté qui vend le tissu, il y a un autre qui vend les bijoux, tout ça. Vous allez trouver sur un espace marchand comme celui-là, qui est en fait un espace extraordinaire de convivialité. Vous avez envie de déambuler dans le marché. Et quand vous êtes fatigué, vous arrêtez quelque part, vous marchez, vous mangez, vous buvez une bière, vous continuez, etc. C'est comme ça. Et c'est ce qu'il faut ajouter, par exemple, aux formules actuelles des marchés. Et à côté de cela, donc ça, c'est il y a les marchés qui existent aujourd'hui, cette formule que je préconise, et une troisième formule, c'est les marchés internationaux. Le Cameroun est un pays carrefour. Le Cameroun est un grand pays producteur agricole, même si aujourd'hui nous ne produisons pas autant que nous pourrions le faire. Mais lorsque nous aurons atteint un rythme de croisière par rapport à nos objectifs de production, vous verrez qu'il y aura un vrai problème de structuration de l'évacuation, de la commercialisation des produits. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, à part pratiquement le marché Sandanga à Douala, vous n'avez pas un vrai et un autre grand marché international. Vous devez savoir que nous avons des frontières avec 6 pays. C'est rare, hein? Alors, il n'y a pas beaucoup de pays du continent qui ont des frontières avec 6 pays. Le Tchad, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Nigeria. 6 pays. On a terminé par le plus grand marché d'Afrique. Et notre voisin, c'est notre limite. Nous devons organiser des marchés internationaux où les gens viennent, c'est-à-dire les gens viennent acheter le gros dans tous les domaines. Marché de gros dans tous les domaines. Domaine agricole, domaine, par exemple, quand nous allons mettre en place toute la filière coton, où notre coton ne va plus sortir brut, on va faire le tissu, on va tisser, faire le tissu ici, là, faire la confection. Oui, parce que dans notre programme, quand vous verrez, il y aura un bassin industriel du coton dans la partie septentrionale du pays. Ce n'est même pas normal qu'on produise le coton dans l'extrême nord et le nord, et on vient dire qu'on cherche à Sicam. On cherche quoi avec Sicam? On ne touche pas Sicam, mais nous, on va créer l'usine qui fabrique le tissu là-bas. Là, il y aura donc une filière industrielle. Oui. Et donc, c'est les marchés où vous allez pouvoir effectivement commercialiser cette chose-là en gros. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays comme le nôtre, qui effectivement a l'avantage de produire le coton, qui a la ressource humaine que nous connaissons, qui en plus est une grande nation de football, est-ce que vous savez que c'est ce que j'ai lu, sauf si je me trompe, mais
Je prends le risque de croire que les articles que j'ai lus qui étaient de bonnes sources ne mentent pas. Mais pour la Coupe du Monde 2026, je crois, 2026, le Bénin fait partie des pays où la FIFA passe la commande des maillots. Ah ben voilà. Parce qu'ils ont structuré leur filière cotonnière jusqu'à la transformation, jusqu'à la production de machins et tout. Alors, donc, il faut que nous nous réveillions, qu'on ouvre un peu les yeux. Donc, moi, voilà et je dis, il faut que les acteurs du secteur dit informel ne soient pas perçus par les autorités comme des adversaires, par les communes, par les régions ou par quoi, comme des adversaires, c'est-à-dire qu'on les pourchasse et tout. Ça doit être la collaboration. Parce qu'ils participent non seulement à l'économie, mais à la vitalité de la ville. Mais bien sûr, si je ne vous disais pas ce que je vais vous dire maintenant, c'est que je ne serais pas honnête avec moi-même. Nous devons aussi reconnaître qu'il y a des acteurs qui ne respectent pas, qui ne respectent rien. Et ce n'est pas en l'honneur de notre pays. Parce que quand les étrangers viennent ici et voient que nous vendons à même le sol, sur la chaussée, ça n'est pas une bonne image que nous donnons de nous-mêmes. Donc nous devons travailler pour que cela ne se fasse plus, pour qu'il y ait des endroits où on peut faire ça, pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y ait des manières dont on expose même la marchandise des mamans. Je vous dis que si vous faites un marché de... Vous savez, dans tout Yaoundé, le marché des vivres, le marché où vous pouvez trouver des vivres de qualité toute la semaine, en dehors du marché de Mfundi, c'est le petit marché qui est vers le haut, là, vers la chambre de commerce. D'agriculture, pardon, vers la chambre d'agriculture. Voilà. Mais vous pouvez en faire comme ça 10 dans Yaoundé. Pourquoi ça doit être à un seul endroit? Chaque arrondissement de Yaoundé peut en faire un comme ça. Ça fait que nos mamans ne sont pas obligées d'aller vendre dans la boue. Parce que encore sur le sol, en saison, ça même passe encore, mais en saison de pluie, regardez vous-même. Nous-mêmes, on achète quoi comme ça? Donc voilà. Donc il faut bon, vous arrivez, les mamans vendent à côté des poubelles, les mouches, entre les mouches et les rats et les souris, on se débrouille comme ça, on va faire comme ça jusqu'à quand? C'est notre pays. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Donc moi je dis, nous pouvons avoir, parce que ça ne demande pas énormément d'espace. Je crois que chaque mairie peut trouver 5000 mètres carrés, 1 hectare, pour faire des marchés, non pas pour construire des petites boutiques où l'on saucissonne pour donner aux gens pour venir prendre l'étiquette, non. Concevez des espaces qui permettent justement à toute cette vitalité de s'exprimer et à la mairie de gagner de l'argent. Voyez? Moi je dis, il y a des pays, quand vous arrivez, je vous assure, les gens disent, ah, on va aller découvrir, tu veux manger telle chose, et ils t'embarquent. Et vous allez dans le type de marché dont je viens de vous parler tout à l'heure, vous passez des grillades, c'est-à-dire donc comme les soya, comme les... Moi, si vous prenez le Brésil ou l'Argentine, chez eux c'est les saucissons, parce que c'est des gros éleveurs pas de porc certainement, mais de bœuf. Donc vous mangez les saucisses, puis vous allez manger des plats typiquement brésiliens, puis vous voyez, vous faites le tour. Et vous êtes content. C'est en même temps le tourisme. Vous découvrez la ville. Nous devons concevoir notre espace comme ça. Maintenant, le dernier point, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, dans le rapport entre les acteurs de ce secteur et les autorités publiques, qu'elles soient étatiques ou des collectivités territoriales décentralisées, ne doivent pas être conflictuelles. Ils ne doivent pas se regarder en chien de faïence ou en ennemi. On doit organiser l'espace. L'espace urbain est un espace organisé et chacun doit pouvoir y trouver sa place et jouer pleinement son rôle. La protection, c'est mon dernier point, la protection sociale. Je pense qu'il est temps que l'on cesse de considérer que non droit à la protection, et notamment à l'assurance maladie universelle, que ceux qui sont dans l'administration ou qui sont dans le secteur privé, on va dire, formel, avec des fiches de salaire ou pas. Chaque Camerounais qui travaille, tout Camerounais qui travaille, quelle que soit son activité, doit pouvoir accéder à la santé, aux soins de santé. Dans aucun système au monde sérieux, les patients n'auront jamais assez de moyens pour payer leurs soins de santé. Ça n'existe pas.
il faut une couverture étatique. Et quand on dit une couverture étatique, les gens croient toujours que c'est l'État qui met plein d'argent. Non, c'est que chacun de nous cotise. Et l'effort contributif est fonction de votre activité. Si vous devez mettre 100 francs, vous mettez 100 francs. Si vous devez mettre 500 francs, vous mettez 500 francs. Si vous devez mettre 1 million, vous mettez. Mais chacun doit contribuer. Parce que c'est cette caisse-là qui va permettre ensuite, en balançant, de supporter l'accès aux soins de santé de base pour tous les Camerounais. Pour moi, ça, c'est un élément fondamental de protection. L'assurance maladie universelle. C'est-à-dire que pour que le système de santé marche bien dans un pays, je parle, il y a des médecins ici, il ne faut pas seulement que l'offre médicale soit là, c'est-à-dire qu'on construise de beaux hôpitaux. Mais si on construit un bon hôpital et tu ne peux pas aller à l'hôpital, ça sert à quoi? Or, aller à l'hôpital, ce n'est pas aller dans les logos, c'est-à-dire qu'on te prodigue des soins de santé. Or, pour qu'on te prodigue des soins de santé, il faut que tu payes. Il faut le billet de session ou consultation, c'était 600 francs. Je ne sais même plus si c'est toujours 600 francs. Après, machin et tout. Non, tout ça là doit être supporté. Et c'est pour ça que nous voulions d'ailleurs même un identifiant unique pour tous les citoyens camerounais. C'est-à-dire, lorsque tu as ton identifiant, ta carte, quand tu vas à l'hôpital, tu présentes seulement ça, on te fait les soins. Maintenant, lorsque nous avons toujours dit, lorsque effectivement il s'agit, par exemple, des problèmes de santé beaucoup plus compliqués, évidemment, l'assurance maladie universelle ne peut pas prendre cela en charge pour tout le monde parce que sinon la caisse va bugger, comme on dit, il n'y aura pas assez d'argent pour tout le monde. C'est pour cela qu'on préconise toujours qu'à côté, si quelqu'un peut, qu'il fasse ce qu'on appelle, qu'il souscrive à une mutuelle. Qui souscrivent à une mutuelle de santé qui va lui permettre, ce qu'on appelle aussi dans certains pays des complémentaires santé. Tu vas souscrire à une mutuelle qui va te permettre, donc c'est comme une sorte d'assurance, qui va venir à la rescousse pour faire compléter ce que l'État ou la collectivité déjà t'offre comme possibilité de soins. C'est ce que nous devons faire. Et ça touche tout le monde. C'est-à-dire que la maman qui grille son maïs, elle doit savoir que si j'arrive même à dégager 500 francs, il y a 100 francs, que ce soit hebdomadaire ou mensuel, peu importe, les spécialistes vont nous faire les études qu'il faut pour déterminer le montant et la périodicité, doivent faire cette contribution-là. Après, quand je vais à l'hôpital, quelqu'un ne va pas commencer à me raconter, demander est-ce que tu as amené ceci, est-ce que tu as... même pour faire une injection, on te dit qu'il faut aller acheter les seringues. Non, tout ça là, on doit sortir de ça. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle la protection sociale dans le domaine de la santé. Maintenant, la protection sociale dans le domaine de... J'ai travaillé, je connais certains jeunes qui sont entrés par exemple dans le secteur des mototaxis. J'ai toujours dit aux jeunes, ça ne peut pas être votre vie. La mototaxi, ce n'est pas une vie. Tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Parce qu'après un temps, tu es fatigué. Tu commences à prendre de l'âge. Toi-même, les secousses là, ça rentre dans ta colonne vertébrale quand tu entres dans un trou avec ça. Donc, à un moment donné, tu dois laisser. Et d'ailleurs, la plupart des jeunes qui y vont, en réalité, en attendant, ils se cherchent. Mais il va commencer. Mais on s'est rendu compte qu'il y en a qui sont dedans depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Finalement, sa vie est là-dedans. Pourtant, il est même très bien diplômé. Alors, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un comme ça? Il faut donc, lui, il va cesser de conduire la moto-taxi. Et il n'aura plus de revenus du tout. Puisque, comment dirais-je, ses ressources, ses revenus sont totalement dépendantes de sa forme physique. S'il ne peut pas conduire la moto, c'est fini, il n'a rien. Et ça, c'est grave. Donc, si nous voulons assurer une protection minimum à ces personnes-là, il faut qu'elles contribuent pendant qu'elles sont encore en activité et en bonne forme. Dans les pays développés, on dit c'est quand vous êtes jeune là qu'il faut préparer la vieillesse par la contribution justement à la caisse. Ici on appelle des caisses de sécurité sociale. Ici chez nous on appelle CNPS et tout, c'est la même chose. Donc, il faut. Et les gens croient, c'est parce qu'on n'explique pas suffisamment aux gens. Parce que quand on dit tu mets 1000 francs, tu crois oh mon argent machin, mais c'est ton argent, c'est pas l'argent de quelqu'un. Ça ne disparaît pas, c'est ton argent. Tu dois avoir un carnet ou quelque chose dans lequel c'est marqué.
Et le jour où tu as besoin de cela, personne ne doit, comment dirais-je, rechigner, mettre le moindre retard avant de te le payer. Mais à ce moment-là, même si ce n'est pas des sommes folles, tu sais que je peux compter au moins sur 50 000 francs chaque mois. Alors que si tu n'avais pas fait cet effort contributif au départ, tu n'aurais rien. Tu serais à la maison tombé, paralysé, tu attends si un enfant peut venir ou machin. Alors tu as au moins tes 50 ou 100 000 francs. Tu peux avoir ça et avant de commencer à chercher si tu trouves autre chose, mais tu es au moins assuré de cela. Et je pense que nous devons y réfléchir aussi pour le secteur d'activité en question, c'est-à-dire pour la micro-entreprise non enregistrée ou non identifiée. Voilà ce que, globalement, je voulais vous proposer comme propos introductif. Je voudrais que vous vous sentiez totalement libre, c'est vraiment participatif, c'est-à-dire de poser les questions ou de contribuer, de parler de votre propre expérience. En tout cas, ceux qui ont préparé la rencontre de cet après-midi savent quel est le format qu'ils ont choisi. Je voudrais juste, pour terminer, dire que sachez que vous êtes vraiment au cœur de nos préoccupations. Et non pas simplement par humanisme, mais parce que vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous représentez un pan important de l'économie camerounaise. La question doit être toujours comment créer le meilleur environnement pour que vous exerciez vos activités et puisse vous en sortir, et puisse prendre en charge vos familles correctement, dignement. Dignement. La dignité est importante. La question de dignité est extrêmement importante. Je disais un jour, lors d'une campagne, je disais aux citoyens camerounais, aux électeurs, je disais, mais pensez à votre dignité. Il faut pas, moi, j'arrivais, on me demandait, oh, on veut une bière. J'ai dit non, est-ce que vous avez vu un camion de brasserie ou des choses derrière moi? Je n'ai pas, je ne marche pas avec ça. Moi, je suis en train de venir pour qu'ensemble, pour vous montrer comment ensemble on peut vous améliorer, que lorsque vous aurez envie de boire votre bière, vous l'achetiez et vous la buviez dignement, fièrement. Et que ce ne soit pas une bière qu'on vous donne qui... Oui. Et voilà. Et que ce ne soit pas une bière qu'on vient vous jeter comme ça qui détermine votre décision. Soyez dignes. Vous êtes des citoyens camerounais. Et c'est ce que je voudrais que l'on fasse ensemble demain. Toutes les idées que j'ai mises sur la table, c'est ça que je voudrais qu'on creuse, qu'on améliore, qu'on affine pour que demain ce soit mis en place. Ce sont des choses qu'on peut mettre en place rapidement. Ça n'a pas besoin d'années. Ça ne prendra pas des années pour mettre en place cela. Et je crois que les gens pourront voir les transformations eux-mêmes. Au bout de 12 mois, au bout de 18 mois, ils verront qu'on est vraiment en train de sortir d'une période ou d'une époque pour entrer dans une autre. Je terminerai donc en disant que je vous ai toujours dit, je ne trahirai jamais les Camerounais. Jamais. Et je peux vous dire, et je le répète, vous pouvez compter sur moi. J'espère seulement que je peux compter sur vous, mais vous pouvez compter sur moi. Je n'ai pas d'autre agenda. Et en toute humilité, la seule chose que je demande au bon Dieu, c'est de me mettre au service de mon pays pendant quelques années avant de quitter cette terre. Je n'ai pas d'autre agenda. J'en ai pas d'autre. C'est tout. Nos amis du secteur des Bensikil, des transporteurs, ont un rôle également extrêmement important à jouer. Je ne veux pas m'immiscer dans leurs activités. Mais, encore une fois, j'ai parlé de cela lors de ma rencontre avec les jeunes entreprises du secteur de la technologie. L'idée, c'est que ça ne reste pas un moyen de transport permanent au Cameroun. Non pas qu'on va éliminer les Bensikil, mais qu'on va réorganiser le transport urbain au Cameroun pour que ce soit complémentaire avec d'autres modes de transport. Je m'explique. Dans une ville comme Yaoundé et Douala, et les grandes villes, les grandes métropoles régionales, que ce soit Garoua, Bafoussam, Maroua, Bamenda et tout ça, il y a des périmètres où le transport public habituel, traditionnel, doit fonctionner correctement. Et je disais pour moi, je disais comme message à nos jeunes frères, nos enfants du secteur du transport Bensikil, que pour moi, ça dépend d'eux.
si on devait, quand on mettra en place des systèmes de transport urbain organisés, que ce soit en bus, que ce soit en tramway, que ce soit en taxi, que ce soit en bus ou en tramway, je parle de transport commun. Les taxis existent déjà, donc il n'y a pas de souci avec eux. Mais je parle de transport collectif commun. Parce que, en fait, la fluidité de la circulation dans une ville, c'est aussi fonction de la qualité du transport commun. Quand plus vous avez de voitures et moins de transport en commun, plus vous avez des bouchons, parce que chacun prend sa voiture. Mais si vous avez une ligne de bus, comme on avait à l'époque la Sotuc, si vous avez une ligne pensons même métro, si Abidjan fait le métro, pourquoi le Cameroun ne peut pas faire le métro? À Yaoundé, on peut faire le métro. Le relief même, en plus, s'y prête facilement. Donc, si vous avez 50, 100 personnes qui prennent le métro, c'est autant de personnes qui ne prennent pas leur voiture. Donc, ça fluidifie la circulation dans la ville. Et je disais donc que lorsqu'on va réorganiser le transport en commun, notamment en milieu urbain au Cameroun, moi, j'aimerais que la priorité dans la sélection, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a aucune obligation, veulent se reconvertir, devra être dans le milieu des Bensikina. C'est-à-dire, vous conduisiez la moto. Si nous disons que dans le périmètre central de Yaoundé, il n'y aura plus de Bensikine. Donc vous allez prendre le relais en périphérie. Parce que si vous avez une ligne de métro, ou une ligne de tramway, ou une ligne de bus, qui va, le terminus est à Efoulan, ou peut-être, je ne sais pas moi, on peut aller encore plus loin qu'Efoulan, je sais pas, n'importe quel, même jusqu'à Barrière, comme on dit, c'est-à-dire à Hala, là-bas. Le terminus est là-bas. Donc à partir de là, ce sont les motos qui reprennent, parce que nous savons tous que ce transport-là ne va pas entrer dans les quartiers. Donc ça ne veut pas dire qu'on élimine le Bensikine. Ça veut dire simplement que le Bensikine se réajuste et se raccorde et s'articule à un réseau de transport urbain pour faciliter le transport. Donc ça, ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir, dont il faut débattre demain, mais il faut que nous travaillions toujours avec l'esprit que demain, il faut que notre pays soit à la pointe parmi les pays qui comptent au Cameroun, que nos villes soient exemplaires, les villes les plus modernes et les plus pauvres au Cameroun. Et c'est pour cela que je vous ai dit, mes chers amis, j'espère que en ce mois-ci, l'année prochaine, nous serons déjà au travail. Parce que mon plus grand souhait, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a des ordures partout dans tout le Cameroun aujourd'hui. Je l'ai dit depuis 2018 que le premier acte en termes d'aménagement de l'espace de vie commun sera de demander à tous les Camerounais qu'on se retrousse les manches pour faire la propreté dans nos villes. On arrive, il faut qu'on tourne la page, il faut que chacun sente que quelque chose a changé. Sa maison là, ce n'est plus la tristesse que je vois sur les murs là, c'est fini, on peint. On va mettre la peinture partout, même s'il n'y a pas la peinture, on met la chaux. Ça doit être propre partout. On nettoie, on cuit, on transporte. Il faut qu'on prenne un nouveau départ. Donc je compte sur vous. Merci.